Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat à un projet grandiose baptisé L'avenir de l'Égypte. C'est un projet qui vise à élargir les plots et les terrains agricoles, qui vise à réaliser la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, qui vise à réaliser davantage d'exportation et minimiser l'importation et recourir à tout ce qui est nouvelle technologie dans le domaine agricole, à minimiser les déchets, à minimiser les pertes et à mieux conserver l'eau. Et évidemment, pour mieux parler de ces grands projets, le projet L'avenir de l'Égypte, dont émane un autre méga projet baptisé le Nouveau Delta, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici au studio Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et économique, mais surtout ingénieur d'eau souterraine. Docteur Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur ce grand projet grandiose, sur ces, et l'autre projet qui en émane. Mais avant, aujourd'hui, une visite a été effectuée par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, à l'aube. Une visite au siège de l'Académie de police où il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, et un nombre de dirigeants de l'Académie. À tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué à l'aube une visite au siège de l'Académie de police où il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, et nombre de dirigeants de l'Académie. La visite du président à l'Académie de police s'inscrit dans le cadre de son souci de suivre le système d'entraînement des étudiants. Dans une allocution de circonstance, M. Sisi a félicité les étudiants d'avoir rejoint l'Académie et d'avoir l'honneur de rejoindre les forces de police qui tiennent à protéger la sécurité de la patrie et du citoyen. Le président s'est informé du système électronique d'évaluation des étudiants dans divers domaines, à travers lequel un suivi périodique et une évaluation continue du niveau des étudiants de l'Académie sont effectués. Un dialogue ouvert a eu lieu entre le président Sisi et les étudiants sur les questions et les développements les plus importants sur la scène intérieure et les efforts de l'État au niveau de la République à travers une série de grands projets nationaux ainsi que les crises au niveau international et leurs répercussions sur l'économie égyptienne et les efforts de l'État pour contenir ces répercussions. Ce grand projet agricole, suivi de près par le chef de l'État, ce grand projet baptisé L'avenir de l'Égypte, dont émane un autre méga projet qui est le Nouveau Delta, qui vise à bonifier des terres, qui vise à défendre la désertification des terrains agricoles, qui vise à réaliser davantage d'exports en matière de produits agricoles, qui vise à réaliser ou à recourir à la technologie moderne en matière de fabrication et d'industrie de matières agricoles, et qui vise aussi à sauvegarder l'eau et à recourir et à rationaliser l'utilisation de l'eau en matière d'irrigation, qui vise à recourir à toutes les méthodes d'assainissement de l'eau. Bref, il s'agit d'un grand projet en matière d'industrialisation agricole. Docteur Raouf Ghafar, encore une fois, bonsoir et bienvenue avec nous. Alors, on aimerait en savoir plus sur le concept de ce grand projet baptisé Avenir de l'Égypte. En quoi consiste ce projet? L'Égypte, historiquement, c'est un pays d'agriculture, pays agricole, qui dépend sur l'agriculture. Malheureusement, bien que la superficie de l'Égypte va au-delà d'1 million de kilomètres carrés, mais le peuple égyptien vit juste sur un 5 ou 6% de cette superficie, juste au bord du Nil. Donc, et ça, c'était quand nous étions 20 millions. Maintenant que on a dépassé les 100 millions,
On vit toujours sur la même superficie. Malheureusement, il y a beaucoup de terrains qui ont été gâchés, qui ont été perdus, dû à le faux, disons, la fausse exploitation, construction illégale, etc. Donc, même cette superficie arable diminue. Donc, une vision pour augmenter les terres cultivables, les terres arables, c'est une conception vraiment très intelligente. Et quand on parle du projet que vous venez de mentionner, l'avenir de l'Égypte, on ne parle pas de quelques milliers de faits-dents, mais on parle de millions de faits-dents. Donc, on parle entre 2 et 3 millions de faits-dents, considérant que la superficie arable aujourd'hui à peine dépasse les 5 millions, donc on parle de 50% d'augmentation. Et je pense que des autres projets vont suivre, mais on parle maintenant de ce projet. On a choisi des endroits qui sont déjà près des terrains qui sont cultivés, vers l'ouest du delta d'un côté, vers à peu près le canal de Suez, etc. de l'autre. Donc on augmente la superficie des terres qui peuvent être cultivées. Et, comme vous l'avez bien dit, visant à, premièrement, l'autosatisfaisance de nos produits agricoles, entre trois grandes parenthèses, pas seulement deux. La crise de l'Ukraine avec la Russie nous a donné encore une leçon qu'on doit dépendre sur soi, surtout dans les produits stratégiques et dans notre nourriture. Donc, augmenter la superficie, on se dirige vers ceci, d'un côté. Et de l'autre côté, la production alimentaire et agraire, agricole, je veux dire, augmente. Donc, ça nous donne possibilité d'exportation. Et on a déjà fait de grands pas dans cette direction, et on continue, parce que c'est une source de devises étrangères qui nous est très nécessaire pour notre reconstruction. Donc, des deux côtés, c'est très, très avantageux. De troisième part, il faut bien considérer qu'on a un problème d'eau, c'est-à-dire l'eau n'est pas disponible avec les quantités voulues. Au contraire, nous avons une espèce de pénurie. Et avec l'augmentation de la population, ça devient de pire en pire. Alors il faut, en troisième lieu, rationaliser justement la quantité d'eau qui est utilisée pour l'irrigation par justement l'utilisation de nouveaux systèmes d'irrigation, goutte à goutte, systèmes et autres, pour justement cultiver le plus de terrain avec la moindre quantité d'eau. Et alors, pour que ceci soit possible, de quoi aurait-on besoin en matière d'infrastructures, de technologies? On a besoin certainement de personnel, on a la main-d'œuvre, et grâce à Dieu, notre main-d'œuvre sur le plan agriculture est assez bien entraînée. On a besoin de canalisation, on a besoin d'infrastructures sur le plan énergie, sur le plan réseau routier, et ce qui se fait actuellement depuis quelque temps, c'est-à-dire la vision du futur considère le tout. Donc, il faut justement préparer l'infrastructure pour que nous puissions exécuter des méga-projets, entre autres certainement le projet de l'avenir de l'Égypte. Et je pense que
un grand pourcentage de cette infrastructure est déjà exécuté, donc on peut aller assez vite pour la réalisation de tels projets. Docteur Raouf Gawar, l'Égypte était connue il y a vraiment, peut-être durant le siècle passé, par la culture du blé, justement. Et alors qu'à l'heure actuelle, on importe le blé. Et aussi, on avait la culture du coton. Et jusque maintenant, on parle du Egyptian cotton ou du coton égyptien. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est à cette, je ne dirais pas pénurie, mais ce manque de production de blé? À quoi revient ce manque? À mon opinion, deux facteurs principaux. C'est premièrement la population. Nous avons, dans les dernières 60 années, nous avons quadruplé et les terrains n'ont même pas augmenté. Donc la production est la même. Maintenant, il faut nourrir 4 fois plus de personnes. Donc ça, c'est un facteur important. L'autre facteur, peut-être c'était une vision un peu, à mon opinion, un peu fausse des gouvernements passés. Ils pensaient que si jamais on augmentait la production d'autres produits comme légumes, comme fruits, et on les exportait, et utiliser ces devises étrangères à l'importation de blé, économiquement, c'est plus rentable. Mais il faut toujours penser à notre nourriture. Parce que le peuple qui n'a pas sa nourriture en main n'a pas la décision en main. Donc c'était, à mon opinion, un peu faux. Et maintenant, on reprend justement et on commence à augmenter les terrains cultivés en blé. Cette année, je pense, il y a un 10% en plus. L'année prochaine, nous allons continuer. Maintenant, on importe à peu près 60% de notre consommation. Espérons que l'année prochaine, ça va diminuer à 50 ou 40%. Et encore une fois, espérons très bien que d'ici 3-4 ans, on pourra arriver à l'autosatisfaisance du blé particulièrement, et d'autres produits, je veux dire, ne sont pas du blé, mais le maïs par exemple, l'huile, etc., etc. Quand on parle du coton, vous avez complètement raison à dire que la bourse du coton en Égypte était la plus célèbre au monde. Et le prix du coton était fixé en Égypte. Et ça allait pour... Mais en matière de qualité, ça reste le coton égyptien. Oui, mais malheureusement, on ne cultive plus, par exemple, les longs fibres de coton à longs fibres. Et encore une fois, il y a des régimes qui ont pensé que l'importation de matériaux déjà prêts, c'est moins marché, mais en principe, non. La qualité n'existe plus. Et on a peut-être parlé de ça dans un programme il y a quelques semaines, en disant que dans les marchés étrangers, le coton égyptien a une valeur complètement hors concours. C'est-à-dire, on parle d'un placement qui ne peut pas se comparer à n'importe quel autre coton. C'est pour ça que maintenant, on recommence l'exercice et on plante le coton de bonne qualité. Et non seulement ça, mais on modernise et on agrandit l'industrie de filature et tissage pour non seulement avoir les produits, mais pour avoir une valeur ajoutée. Donc si on produit le coton et on exporte le coton tel quel, ça va, mais si jamais on le transforme en fil ou en tissu, c'est une valeur ajoutée. On fait travailler des messieurs et dames égyptiennes et puis
on peut vendre les produits à 3-4 fois le prix, ce qui représente un bien pour l'économie, certainement. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit l'état de progrès ou d'avancement de l'état du projet national de la production agricole baptisé Avenir de l'Égypte dans le cadre du méga-projet baptisé Nouveau Delta qui vise à la bonification de plus de 2 millions de fédans. Nous avons encore beaucoup à dire avec notre invité, Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et spécialiste d'eau souterraine. À tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit l'état d'avancement du projet national de la production agricole Avenir de l'Égypte. Et cela dans le cadre du méga-projet Nouveau Delta qui vise à la bonification de plus de 2 millions de fédans. El-Sisi a tenu une réunion avec le commandant des forces aériennes, Mohamed Abbas Helmi, le conseiller du président de la République pour la planification urbaine, Amir Saïd Ahmed, le directeur du projet Avenir d'Égypte, Behe-Eddin Rennem, a déclaré le porte-parole de la présidence. Le président el-Sisi s'est informé des étapes actuelles et futures du projet Avenir de l'Égypte, qui est considéré comme un énorme ajout aux projets nationaux dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Il renforce la stratégie de l'État pour augmenter les surfaces de terres agricoles au niveau de la République et créer des milliers d'emplois dans diverses spécialisations. La réunion a également porté sur l'état d'avancement du projet de complexe des serres agricoles dans la région de l'Ahoun, au gouvernorat du Fayoum, dans le cadre du projet national des serres agricoles, qui à son tour représentera une valeur ajoutée pour le secteur des produits alimentaires de l'État. Le projet Avenir de l'Égypte dans le cadre du méga-projet Nouveau Delta qui vise à la bonification de plus de 2 millions de fédans. Docteur Raouf Ghafar, tout d'abord, on aimerait, si vous voulez, cerner la région comprise ou inclus dans le cadre de ce projet. Quels sont les terrains qui sont consacrés à ce méga-projet? Et un peu partout, c'est-à-dire c'est distribué. Il y a une partie dans 2-3 gouvernorats en Haute-Égypte, Ménia, Sohag, et puis à l'ouest du delta, dans la direction de la nouvelle ville de Alamein. Et puis ça c'est la partie la plus grande. Et puis il y a une autre partie dans la région tout autour de la capitale administrative et Salheya, etc., dans le désert de l'Est, à partir de Shar'eya, gouvernorat de Shar'eya, jusqu'à près de Suez et Ismailia. Donc c'est distribué, et ça c'est encore une chose intelligente, parce que si jamais on consacre simplement une pièce de terrain, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup d'infrastructures. Mais quand c'est un peu partout, il y a une grande partie de l'infrastructure nécessaire qui existe déjà. Donc le travail est moins pénible, c'est tout. Mais c'est une bonne idée, et ça va dans le contexte de la vie Haya Karima. Donc pourquoi? On doit diminuer l'immigration des Égyptiennes des villages aux grandes villes. Donc on envoie chez eux
tout ce qu'il leur faut pour qu'ils restent et ils créent des communautés. Donc quand on augmente la superficie des terres là où ils sont, ils vont rester où ils sont et leurs enfants, etc., et agrandir la communauté. Et donc, vie décente, ça va en parallèle. Et c'est ça, quand on pense, on ferme les yeux et on pense un peu, nous avons des ministres qui pensent à l'avenir d'une façon très scientifique. Et tout est lié. Il n'y a pas des projets qui sont faits autour et à travers, mais non, c'est tout bien étudié et ça se dirige vers une nouvelle Égypte qui donne tous les privilèges et tous les avantages aux citoyens. Et à part l'emplacement, quels sont les produits qui seront cultivés? Par expérience, moi je parle ici par pure expérience, je pense que les terres qui sont bonifiées sont plus rentables si c'est cultivé de fruits et légumes, à mon opinion. Et puis ça va dégager beaucoup de terrains noirs, si on peut dire les terres noires, c'est-à-dire qui existent aujourd'hui, pour la production de produits, comme vous l'avez dit, nécessaires, comme blé, comme coton, etc. Les terres noires. Mais les nouveaux superficies qui seront bonifiées, je pense que ça sera dirigé vers la production, comme je viens de dire, de légumes et de fruits. Nous avons une production de qualité très supérieure qui est demandée partout et nous avons vu un grand saut dans l'exportation de ce genre de produits à travers les dernières années, qui doit continuer, parce que ça représente, comme je dis, un rendement assez important pour l'économie égyptienne. Alors moi je pense que ce genre de terrains seront consacrés aux produits que je viens de dire, et les autres vers la production des produits, des produits traditionnels. Vous avez parlé d'eau, de pénurie d'eau, et il y a quand même une option, c'est l'eau souterraine, parce que l'Égypte a pas mal d'eau souterraine. Dans quelle mesure pourrait-on recourir à l'eau souterraine pour l'irrigation? Et est-ce que cette eau souterraine est adéquate à tout genre de culture? Oui. Les eaux souterraines, particulièrement les eaux souterraines qui existent en Égypte. Nous avons un gros réservoir qui s'appelle le réservoir nubien, qui commence près d'Aswan, peut-être très proche de nos frontières avec le Soudan, et qui couvre une très grande superficie, et qui va jusque la Nouvelle-Vallée, etc. Certainement, dû à l'infiltration de cette eau à travers les terres, ça devient une qualité d'eau très acceptable sur le plan irrigation. Et ça se renouvelle chaque année, ce qui nous permet de calculer, certainement c'est calculé avec précision, très grande précision, on peut calculer exactement la quantité d'eau disponible qui se renouvelle, parce que ce n'est pas question d'épuiser la quantité d'eau et puis d'ici quelques années on sèche le réservoir, ce qui n'est pas faisable. Mais on garde le réservoir tel quel et on utilise justement la quantité d'eau qui est renouvelable. C'est bien calculé et oui, on peut dépendre sur cette eau pour la cultivation une superficie très raisonnable. À mon opinion, si on parle globalement, on peut parler de peut-être un demi-million de faidans qui peut être basé sur les eaux souterraines qui existent déjà en Égypte. Quel est le point fort de l'agriculture en Égypte? Quelles sont les cultures les mieux, qui vont le mieux avec la nature de notre terrain et la nature de notre climat? Un
un climat superbe, on doit dire. Et nous parlons de 90% des produits peuvent être cultivés avec excellence dans le sol égyptien. Nous avons une terre en provenance de Liman, ce qui est les terres les plus fertiles dans tout le monde. Et comme je dis, on peut cultiver n'importe quoi. Et c'est facile, c'est-à-dire c'est une terre non seulement riche, mais encore facile à cultiver. Et avec l'adoption des nouveaux systèmes d'irrigation, ce qu'on fait maintenant, on transforme maintenant l'irrigation, parce qu'il n'y a plus l'irrigation par inondation, maintenant ça n'existe plus. Peut-être un pays dans toute la terre, hein, tout le monde. Il ne faut pas faire ça, parce que l'eau, pas seulement que l'Égypte a un manque d'eau, mais je pense que d'ici une centaine d'années, le monde entier sera en pénurie d'eau. Donc il faut dès maintenant penser à la quantité disponible et s'adapter un peu au système qui utilise la moindre quantité d'eau possible. Et vous avez parlé de l'assainissement d'eau, c'est-à-dire on utilise l'eau une fois, 2 fois et 3 fois si on peut. Et donc les terrains égyptiens sont capables de produire n'importe quel produit. C'est pour ça que, à mon opinion, les produits nécessaires, stratégiques comme on dit, à partir de coton, blé, etc., nous avons les terres qui sont vraiment parfaites pour cette production. Il y a aussi d'autres aspects, d'autres éléments, comme les engrais, par exemple, aussi comme la manière dont on commercialise les produits. Et il y a aussi la formation des agriculteurs pour les entraîner au niveau de la nouvelle technologie adoptée. Oui. L'État a fourni beaucoup d'efforts. Dans quelle mesure la nouvelle technologie est en vigueur en Haute-Égypte et dans ces régions agricoles? La personne égyptienne, l'individu égyptien, il est ce qu'on lit, c'est-à-dire il est né un des plus intelligents du monde. Peut-être il perd ça au cours de sa vie, mais en principe, il est né intelligent. Et donc c'est facile à l'entraîner, à l'apprendre. Et puis, encore une fois, l'Égypte est un pays qui adopte l'agriculture comme produit essentiel du pays depuis 5-6 000 ans. Donc, encore une fois, c'est génétique. Hein. Donc, il y a les personnes qui peuvent faire ça et les technologies utilisées dans l'irrigation, par exemple, n'est pas si compliqué. C'est-à-dire, ce n'est pas des ordinateurs, bien que ça soit certainement numérique, mais c'est facile à comprendre, c'est facile à assimiler et c'est facile à appliquer. Donc, on entraîne et on a commencé déjà. Il y a beaucoup les nouvelles générations de paysans. Ils savent de quoi il s'agit et ils apprennent très vite les nouveaux systèmes et ils les appliquent chez eux. Donc, c'est pas difficile et ça augmente le nombre de personnes qui sont particulièrement dans ce boulot augmente et, comme je viens de dire, ils sont prêts à assimiler cette nouvelle technologie pour le bien de leur famille et leur gouvernorat et de l'Égypte en général. Une des options aussi, ou un des objectifs de l'État, c'est d'augmenter l'exportation effectivement et de minimiser l'importation. Quels sont les éléments les plus importants que nous exportons dans le domaine de l'agriculture? Et encore une fois, légumes et fruits.
à mon opinion. Nous sommes les plus grands exportateurs de pommes de terre, je pense, et d'oranges dans tout le monde, et pas mal de fruits. On peut citer une dizaine de fruits, les fraises par exemple, et beaucoup d'autres choses. Et sur le plan légumes, beaucoup de légumes. Encore une fois, vous avez mentionné le climat. Nous avons un climat qui aide justement à la production de ce genre de produits. Et on exporte les pommes de terre, on exporte haricots, on exporte des artichauts, beaucoup de produits, des légumes qu'on exporte. Et une partie encore, on industrialise ça. On transforme les produits agricoles bruts, on produit peut-être dans des emballages différents, on produit peut-être des confitures, on produit, c'est-à-dire beaucoup de frigorifiés, etc., pour justement, comme je viens de dire, employer des Égyptiens et ajouter une valeur aux produits bruts. Donc, c'est ce qui se fait maintenant. Bref, on exporte particulièrement fruits et légumes. Les engrais constituent un élément important, étant donné que c'est très coûteux pour les agriculteurs et les paysans. Et l'État avait aussi comme politique de subventionner ces engrais. Est-ce que ceci perdure toujours? C'était malheureux, je dois dire c'était, parce que les engrais, avec le renouvellement, il n'y a plus maintenant du Nil, d'inondation, etc., qui a apporté l'élément avec lui. Maintenant, on est obligé d'utiliser des produits chimiques comme engrais, etc. Avec inondation, on utilisait des quantités énormes. Et malheureusement, ça se perdait. Mais maintenant, avec les nouvelles méthodes d'irrigation, on peut justement viser la goutte d'eau vers la racine qu'on veut nourrir. Donc, on utilise exactement la quantité d'engrais voulue, ce qui économise, à mon opinion, plus de 70% de la quantité d'engrais. Vu le prix qui hausse, on peut diriger ça vers l'exportation, ce qui se fait. On exporte pas mal d'engrais maintenant, mais on utilise beaucoup moins. Ce qui nous donne un rendement beaucoup plus, et économiquement, c'est parfait. Le continent africain, c'est un très grand continent avec des terrains agricoles qui sont vraiment à merveille. Nos voisins au Soudan, qui dit non, avec une qualité de production merveilleuse. Au niveau de nos échanges avec l'Afrique, qu'en est-il quant à ces échanges? Qu'est-ce qu'on importe de nos voisins africains et qu'est-ce qu'on exporte vers eux? Malheureusement, très malheureusement, l'intégration entre les pays africains n'existe pas encore. Faute d'infrastructures? Non, je parle de relations politiques, etc. Et maintenant, notre président a fait vraiment un effort pour retourner vers l'Afrique. Et nos relations maintenant avec la plupart des pays africains est excellente. Effectivement, l'Afrique est à l'heure actuelle est au cœur des priorités de l'Égypte. Absolument. Mais vous disiez échange, etc. Oui, non. L'échange intra-africain. C'est ça. On a fait pas mal de zones des marchés francs, de passages francs, etc. Mais je pense que l'intégration est essentielle. Par exemple, un pays comme le Soudan, c'est juste à côté, ils ont des milliers et des milliers de fédans de terres vraiment très fertiles, complètement non utilisées. Alors, avec un effort minimum, et je dis minimum vraiment,
ça peut devenir le panier de nourriture pour la terre. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est-à-dire vraiment un rapprochement, une intégration pour que on se suffit non seulement en Afrique, mais on peut vraiment exporter et couvrir le monde entier dans tous les produits alimentaires qu'il a besoin. Dans quelle mesure on peut parler de l'impact du changement climatique sur l'agriculture, sur les différents genres de cultures? Maintenant, tout le monde disons, ils savent que veut dire environnement. Il y a 30 ans de ça, personne ne pensait. Maintenant, tout le monde va vers l'économie verte. Sur le plan énergie, ils vont dans l'énergie propre et verte. Sur le plan produit, ils augmentent la production de produits organiques, etc. etc. Donc ça, c'est l'avenir. Et bien que l'Afrique, c'est le continent qui émet le moins d'émissions, etc., donc qui pollue le moins, malheureusement, il n'a pas eu la chance de se développer convenablement. Mais je pense que à partir de l'Afrique, on peut avoir des produits vraiment organiques, hygiéniques, qui peuvent servir pour tout le monde. Et il faut absolument que le monde industrialisé donne une importance plus grande pour l'Afrique et présente l'Afrique avec les nouvelles technologies, etc., de manière à développer les matières premières et les ressources qui existent en Afrique pour le bien de tout le monde. Donc c'est une situation gagnante des deux côtés. Je vous remercie, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie et vous êtes ingénieur de souterraine. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Mais avant de clôturer, nous devons dire que le gouvernorat du sud du Sinaï a célébré le 19 mars le 33e anniversaire de la récupération de Taba à la souveraineté égyptienne par l'arbitrage international, une cérémonie spéciale qui a vu la pose de la première pierre de 120 nouvelles maisons bédouines, en plus d'une usine de dessalement de l'eau de mer. À tout de suite. Le gouvernorat du Sud Sinaï a célébré le 19 mars le 33e anniversaire de la récupération de Taba à la souveraineté égyptienne par l'arbitrage international. Une cérémonie spéciale qui a vu la pose de la première pierre de 120 nouvelles maisons bédouines, en plus d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Taba, jusqu'à la fin de l'occupation israélienne, était loin de tout signe de développement. Taba est passé d'un village à une ville et comprend des complexes touristiques de plus de 100 hôtels, 50 campings écologiques et un port de plaisance. Lors des célébrations de cette grande mémoire, le général Mahmoud Sha'raoui, ministre du développement local, au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli, et accompagné du général Khaled Fouda, gouverneur du Sud Sinaï, a posé la première pierre de 120 maisons bédouines au village de Ras el-Naqab, près de la démarcation de ses frontières, pour faire partie des frontières administratives et géographiques du Sud Sinaï, avec un coût d'environ 70 millions de livres égyptiennes. Le gouverneur a inauguré plusieurs projets d'une valeur de plus de 700 millions de livres et lancé d'autres, dont une usine de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 10 000 mètres cubes par jour pour un coût de 350 millions de livres. Il a également posé la première pierre de 172 maisons dans 8 communautés bédouines pour assurer une vie décente aux habitants de ces rassemblements dans des zones sûres, loin des zones de chute des pluies torrentielles et du pied des montagnes. Fouda a également annoncé à cette occasion l'ouverture du centre technologique après son développement pour un coût d'1 demi-million de livres, ainsi que l'ouverture de la deuxième phase du projet de protection de Taba contre les dangers des pluies torrentielles pour un coût de 240 millions de livres égyptiennes.